urgence à prendre. Donc voilà, néanmoins, on va essayer de profiter de la journée le mieux possible. On est là pour partager des aventures, partager des choses sur le numérique. On a des speakers qui sont motivés, qui ont des choses à dire, à raconter. On attend aussi bien sûr de l'interactivité avec vous. Et puis on vous remercie beaucoup d'être là dès ce matin tôt pour démarrer cette journée. Exactement. Dans la journée, on va avoir plusieurs temps forts avec de nouveaux speakers. On a eu hier évidemment, mais des nouveaux speakers en cette journée comme Faber Novel. Exactement, il y a pas mal de nouveaux speakers effectivement qui interviennent aujourd'hui sur cette thématique se digitaliser ou mourir, donc, qui est un thème entre guillemets un peu accrocheur et qui pourrait donner le sentiment d'une forme un peu agressive entre guillemets. Il y a 3 ans, le thème choisi c'était la digital detox. Donc cette année, on revendique haut et fort le digital avec l'envie quelque part de le partager au travers des entreprises qui font le numérique depuis très longtemps, à savoir les startups, et maintenant les entreprises plus classiques, les plus traditionnelles, qu'elles soient, comme tu l'as dit fort justement hier, des grandes, mais aussi des petites, parce que tu as raison, et ce n'est pas l'apanage des grands groupes seulement que de penser à ce que le numérique peut apporter dans leur business. En tout cas, l'idée de ces 2 journées, et de cette deuxième journée aussi singulièrement, c'est de partager avec vous l'idée selon laquelle le numérique, ça transcende toute l'économie, qu'il y en a bien sûr pour les startups qui travaillent singulièrement dans cette voie, mais aussi pour toutes les entreprises traditionnelles qui préparent potentiellement des pivots ou qui veulent aménager des projets en partageant autour du numérique. Ce qu'on a vu hier, c'était intéressant, c'est que de plus en plus, on ne va pas non plus exagérer les choses, mais il y a des collaborations entre les entreprises classiques et les startups, mais surtout plus encore, je pense qu'on a passé sans doute un espèce de momentum où les gens avaient le sentiment que c'était 2 chemins parallèles et qu'aujourd'hui tout ça se rejoint. Donc ces 2 journées, je pense, seront la démonstration qu'on est sans doute dans les années qui viennent avec encore plus de partage entre entreprises traditionnelles et du numérique. Et vous verrez que les intervenants tout à l'heure vous feront, comme ceux d'hier, vivre à plein ces éléments-là. Tu veux dire un mot? Ouais, de mon côté, juste, j'aimerais remercier rapidement donc, les sponsors de l'édition, donc le Crédit Mutuel Arkea, Le Bon Coin, la West Valley forcément, la région Bretagne là, qui ce matin sponsorise aussi la salle, Zip, Gercop, Image et Réseau, les 7 Technopoles, la French Tech Brest Plus, Ouest France, le Télégramme, French Web, le blog du modérateur, KPMG, la Meito, les Vieilles Charrues et l'Espace Glenmore et le cinéma Le Grand Bleu qui permettent d'être ici. Equal aussi, n'oubliez pas d'aller sur Equal tout à l'heure pour interagir du coup avec les speakers. Utile pendant la Startup Battle parce que ça continue aujourd'hui, c'est quand même le grand jour de la finale. On a les 2 demi-finales ce matin et on terminera du coup par la finale cet après-midi. Donc on aura de beaux matchs en perspective et je remercie aussi Anne Tourtane qui diffuse en streaming du coup cette journée pour les personnes qui n'ont pu avoir ce fameux sésame pour être ici physiquement avec nous. Alors moi, je voudrais bien compléter juste en disant, en remerciant aussi tous les bénévoles de l'association West Valley, parce que mine de rien, il y a 20 personnes qui travaillent pour organiser l'événement. Toute l'année, c'est beaucoup d'activités et en 2 jours concentrés, beaucoup de tension. Alors on va... Oui, on les applaudit, allez. Avant de démarrer sur une interview de Sébastien Bazin, le patron du digital du groupe Accor, qu'on a pu interviewer il y a quelques semaines. Merci à French Web d'ailleurs pour la captation. On va rappeler qu'il y a un temps fort aujourd'hui aussi, en dehors de la Startup Battle. C'est le concert des Digitals, on vous en a parlé hier. Ça ne change pas et on va, malgré les événements, assumer ce premier concert. Et je pense que c'est un moment un peu solennel qui prendra un peu du coup une dimension différente et particulière aujourd'hui. Mais ça, c'est bien maintenu. Donc le concert est à 16h30 tout à l'heure. Donc voilà. Donc les speakers ont beaucoup révisé, ils stressent un peu. Ils ont une dernière répétition ce midi. Ouais. Et normalement, ils seront au point pour la fin de journée. Exactement. Merci beaucoup. On démarre la 2e journée du West Web Festival avec l'interview de Sébastien Bazin du groupe Accor. À tout de suite. Sébastien Bazin, bonjour. Bonjour. Pour beaucoup d'acteurs du CAC 40,
un certain nombre en tout cas, la transformation digitale est synonyme de meilleures relations clients, de fin des silos, de formation. Mais pour Accor Hôtel, on aurait l'impression quand même que c'est synonyme d'ubérisation. Est-ce que vous voyez où je voulais en venir? Oui, je vois très bien, mais c'est pas... La seule chose sur laquelle on peut dire que c'est synonyme, c'est que c'est synonyme de mutation, certains vont dire révolution. Moi, je dis rupture. Ça veut dire que c'est un moment dans lequel il faut réfléchir, s'adapter, anticiper, prendre des risques, accepter de se perdre, accepter de douter, accepter de changer de regard. Donc voilà, donc on est dans une mue, et ce qui est compliqué pour les sociétés comme les miennes, c'est qu'on entraîne avec ces décisions 230 000 collaborateurs qui, pendant 50 ans, ont fait des choses très bien et à qui on va demander de faire différemment. Donc il faut leur expliquer pourquoi, et donc il faut rentrer avec envie. Moi je dis toujours, il faut embrasser cette mutation digitale, il ne faut surtout pas y résister, parce qu'elle est là devant nous, parce qu'elle est saine, parce qu'elle est porteur d'espoir, et parce que pour moi, elle est porteur de nouveaux métiers, de nouveaux services. Non, donc j'aime bien ça, parce que ça me force à réfléchir, puis ça me force à embarquer, fédérer tout le monde. Mais mutation sûrement. Alors souvent, ça doit se faire un peu rapidement parce que notamment sur votre marché, on a Airbnb qui a maintenant plus de 41 000 loueurs sur Paris uniquement. Ce sont des plateformes qui arrivent à grand renfort de coûts marketing pour se faire connaître. La transformation digitale chez Accor, est-ce que c'est accentuer sa visibilité, donner du peps aux marques? Quelle est la priorité pour vous? Enfin, la priorité, elle est très simple. Et oubliez Airbnb 2 secondes, que j'oublierai jamais. Hein. Ils sont très forts, ils font un truc très bien, mais on va faire mieux qu'eux et on va essayer d'accélérer et de gagner le temps perdu. La première chose à prendre en compte, c'est que la seule chose qui compte, c'est le client. Pendant des années, on s'est trompé, on a mis en premier le produit et la marque. Très bien, on va protéger nos marques, on va protéger le produit et le concept. Mais on va d'abord écouter ce que veulent les clients, pourquoi est-ce qu'ils vont sur Airbnb, pourquoi est-ce qu'ils vont chez d'autres marques, et ils y vont pour une seule raison, c'est qu'ils veulent être surpris. Ils veulent avoir une émotion, une expérience, ils veulent qu'on donne du sens à ce qu'on fait tous les jours. Et pourquoi c'est important de donner ça au client? Parce que le client, quand il vient, qu'il est dans un camping, qu'il est chez votre belle-mère, qu'il est dans un hôtel Accor, 9 fois sur 10, il va parler de son expérience. Et donc on est passé d'une économie de production au 19e siècle, 20e siècle, après on est allé dans une économie d'information, maintenant dans une économie de recommandation. Personne, aucun d'entre vous qui me regardez, qui m'écoutez maintenant, vous allez aller dans un hôtel sans avoir demandé ou sans avoir été sur un site pour savoir ce qu'on dit de l'endroit auquel vous réfléchissez à aller. Donc ça veut dire que le client est en premier, donc ça veut dire qu'il faut que je me mette dans la peau du client, ça veut dire que ce n'est pas un numéro, c'est un individu, donc on doit l'identifier, on doit l'attendre, on doit personnaliser. Donc voilà, moi ça m'amuse encore une fois, parce que si on fait bien notre métier, si les gens qui sont avec moi donnent cette espèce d'échange dans l'émotion, dans l'interface au client, il va s'en souvenir et donc il va pouvoir en parler en bien et donc il va fédérer d'autres gens. Alors, voilà. Quels sont les outils stars, on va dire, qu'Accor Hôtel a mis en place pour justement récupérer cette relation client? D'abord, la relation client, elle passe de le moment et l'interface physique. On a une grande chance, nous, dans le monde de l'hospitalité. C'est que je rencontre mes clients. Vous prenez Airbnb, vous prenez Booking, vous prenez Expedia, vous prenez Kayak, vous prenez TripAdvisor. Ils ne rencontrent jamais leurs clients. C'est une plateforme digitale de distribution. Moi, je le reçois à un moment donné. Il va rester 12 heures, il va rester 72 heures, mais j'ai ce moment dans lequel j'ai une interface chaude. Donc la première chose à mettre en place, c'est que mes collaborateurs ne soient pas derrière un bureau, derrière un ordinateur, mais soient devant le client en train de l'attendre, en train de lui souhaiter la bienvenue, puis en train de lui poser des questions. Et de l'accompagner jusqu'à sa chambre, et de l'accompagner au bar et de le voir au restaurant. Première chose. Une fois qu'on a posé des questions au client, une fois qu'on a engagé un dialogue, il faut se souvenir de ce qu'il vous a dit. Il faut donc enregistrer dans un mode de data un certain nombre d'informations qui sont importantes. Le jour où le client reviendra, il était à New York, il va aller à Varsovie, il va aller à Bangkok, c'est le même client, il ne va pas répéter 2 fois la même chose. Donc il faut enregistrer ça. Si je l'enregistre, il faut que ça soit donc partagé et que le monsieur à Bangkok puisse accéder à cette information quand le client va venir chez lui. Donc c'est beaucoup de technologie, c'est beaucoup d'outils, c'est pas très compliqué, mais il faut que ça soit compris, appréhendé, donc il faut beaucoup de formation. Donc voilà, c'est un mélange d'investissement tant physique que système IT, que moyens financiers et humains. La transformation digitale, elle est aussi rendue possible par des acteurs à l'extérieur. Quel est le premier bilan que vous tirez de votre acquisition de Wi-Fi Stay, donc pour 148 millions d'euros, les résidences de luxe, également Square Break, le logement haut de gamme. Quel est le premier bilan? Le premier bilan, c'est que si les gens pensent que Accor va trop vite, ils se trompent, on ne va pas assez vite. Clairement pas. Donc ça veut dire qu'on rentre dans un monde dans lequel se créent en 5 ans des monopoles mondiaux. Booking, Expedia sont les bons exemples. Uber est un merveilleux exemple. Airbnb aussi. Google en est un.
Et donc, ce qu'on appelle le private rental, c'est-à-dire One Fan Stay, c'est d'aller chez quelqu'un, exactement comme Airbnb, mais vous allez chez quelqu'un dans lequel vous voulez du service, dans lequel vous voulez avoir du linge de maison, vous voulez avoir des effets de toilette, vous voulez avoir quelque chose dans le frigidaire. Airbnb ne veut pas et ne sait pas faire ça parce qu'ils ne veulent pas être dépendants d'un certain nombre d'emplois et de contraintes. Moi, ça tombe bien, c'est mon métier. J'ai 230 000 personnes qui sont dans différents pays. Je peux leur demander de faire d'autres choses. Et pourquoi leur demander de le faire uniquement dans mon hôtel alors qu'ils pourraient le faire chez l'habitant? Donc One Fan Stay, c'est un moyen de garder mes clients qui vont venir quand ils sont 2 jours à Paris. Eh bien, ils iront dans un de mes hôtels. Et puis quand ils vont revenir avec leurs petits-enfants ou avec leurs copains qui sont 5 ou 6 et qui veulent rester une semaine, eh bien, vous savez quoi, ils ne seront pas forcément chez moi, mais ils seront dans l'appartement de quelqu'un dont j'aurai la gestion et qui seront connectés à la même base de données. Donc c'est une étape de plus dans ce qu'on appelle le parcours client. Car ceux qui pensent que le client, c'est seulement celui qui dort dans mon hôtel, se trompent. Le client demain d'Accor Hôtel, c'est bien avant qu'il arrive chez moi, c'est pendant qu'il est chez moi ou sur One Fan Stay ou au bar, et c'est quand il est reparti que je puisse lui proposer d'autres alternatives. On ne va pas rentrer là-dedans, mais il y a 7 étapes dans le parcours client. Alors, vous nous recevez, French Web, au 23e étage de votre siège à Paris. Oui, pas mal, non? Je ne sais pas ce que vous voyez, mais... Justement, si vous citiez vos concurrents, est-ce qu'une organisation en mode start-up ou l'organisation en interne est en train de changer sous la pression de ces nouveaux acteurs que vous citiez, les Expedia, Booking et... Oui, tout change. En fait, si vous voulez réussir cette vraie révolution, la première chose sur laquelle il faut prendre conscience, c'est la culture managériale, l'organisation. Vous savez ce qu'on a comme grande différence entre ceux qui m'écoutent là, qui sont dans le monde digital, et une société comme la mienne? C'est que toutes les sociétés qui se sont inventées depuis 20 ans sont dans un mode d'organisation horizontal. C'est-à-dire qu'il y a de l'intelligence collective, il n'y a pas de baronnie, il n'y a pas de statut. Quand on a une bonne idée, on la partage et ensemble, on décide de la déployer. Dans une société comme la mienne, on a une organisation qui est verticale, pyramidale, hiérarchique, top-down. Quand on a un secret, c'est marrant, on a envie de le garder parce que ça vous donne un statut. Donc c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Donc la première chose, si vous voulez réussir, c'est que je me dois, moi, d'expliquer à tout le monde ici que ce n'est pas parce qu'on a 25 ans de maison qu'on doit être le boss. Et que donc les jeunes qui ont des idées, on ne va pas leur dire quand tu auras mon âge, on va t'écouter. Donc c'est d'arriver à faire que ces générations s'écoutent, se parlent, s'échangent et se respectent. Les jeunes respectant les vieux et les vieux respectant les jeunes. Ça d'abord, c'est ce qu'on est en train de faire. Et c'est pour ça qu'on a mis en place quelque chose de très amusant, qui a surpris les uns les autres. Parce que vous savez quoi aussi, 90% de ceux qui m'écoutent, qui ont lancé leur société digitale, elles ont aussi un point en commun. 90% d'entre elles, elles ont moins de 35 ans quand ils ont lancé ça. Et moi, j'ai 54 ans et c'est moi qui préside Accor. Donc ça veut dire que certains nombres de jeunes aujourd'hui ont des idées qui sont innovantes auxquelles je n'ai pas pensé et pourtant je ne les écoute pas. Donc on a mis en place ce qu'on appelle un comité exécutif de l'ombre, un Shadow Comex, dans lequel il y a 13 personnes. Il y a 7 filles, il y a 6 garçons, ils ont moins de 35 ans, ils sont dans le groupe déjà depuis des années, et sur lequel je leur donne toute l'information privilégiée auquel j'ai accès, tout mon agenda de coût, tous mes comités exécutifs, sauf que je leur demande 10 jours avant que moi je prenne une décision, avec les mêmes informations, avec les mêmes questions, d'y répondre avant moi. Et je suis sûr que 50% de leurs réponses sont différentes de celles que j'aurais prises si je ne les avais pas écoutées. La transformation digitale, c'est aussi et avant tout des investissements. Vous annonciez fin 2014 plus de 200 millions d'euros d'investissement justement pour mener cette révolution. Est-ce que finalement, et ce sera notre dernière question, la transformation digitale, la réponse, elle n'est pas capitalistique, et notamment auprès d'un actionnaire peut-être chinois qui viendra apporter ces nouveaux moyens et ces nouvelles opportunités? Non, la révolution digitale n'a rien de capitalistique. Rien du tout. Ça veut dire qu'il faut des moyens pour investir dans la technologie, puisque là aussi, toutes les entreprises digitales sont aussi basées sur une nouvelle technologie efficiente et ergonomique. Donc je me dois d'avoir un système IT, une techno qui marche. Enfin, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire. Elle est basée sur là, un peu ici et ici. C'est-à-dire comment mélanger de l'intelligence avec du sens. Et donc ça va se faire sur 4 ans. Ce qui est plus compliqué pour les grandes entreprises, c'est que ça me prend plus de temps que ces jeunes pousses, parce que vous savez aussi ce qu'elles ont en commun et ce que je n'ai pas. 90% de ceux qui me regardent, quand ils ont lancé leur boîte, ils l'ont lancé sur une feuille de papier blanche. C'est une nouvelle idée avec une nouvelle organisation. Il n'y a pas l'inertie de 50 ans d'histoire. Alors en termes de chiffres, chez Accor Hôtel, du coup, les investissements, ce sera... On dépense 250 millions d'euros uniquement sur un volet digital, dont la moitié sont dans des systèmes IT, l'autre moitié sont dans des nouveaux produits, nouveaux services et nouveaux process. Mais franchement, est-ce que, quand je vous dis qu'on dépense 250 millions sur 4 ans, est-ce que ce sera terminé dans 3 ans? Bien sûr que non.
Mais ça fait partie, c'est la partie inhérente de notre métier que de savoir investir, comme des laboratoires pharmaceutiques le font en recherche et développement. Mais oubliez l'argent parce que ceux qui veulent dépenser et qui n'ont pas d'idée pourquoi ils dépensent vont aller nulle part. Il y a des usages intéressants en Asie. Mais il y a plein d'usages en Asie et j'aime bien mes amis chinois parce que les Chinois seront le premier marché émetteur en termes de clients. Ils sont 130 millions de Chinois à voyager aujourd'hui, ils seront 250 millions dans 5 ans. Ce qui est intéressant pour moi, c'est qu'on est dans une mutation. C'est compliqué, on doit s'adapter, on doit réfléchir, on doit prendre les bonnes décisions. Mais c'est un métier béni des dieux. Vous avez 1,3 milliard de gens qui voyagent par an dans le monde. C'est en croissance de 5% chaque année, alors que la croissance du parc hôtelier est de 2%. Ça veut dire que je suis dans un marché extrêmement sain, dans lequel vous allez avoir plus de demandes que vous n'avez d'offres. C'est assez rare dans les grandes industries aujourd'hui. Donc voilà, donc on va y arriver, mais on va changer les codes, changer le mode de pensée, et puis on va s'adapter, et on va surtout être aussi bon que tous les jeunes qui sont là, et ils peuvent faire ça chez moi au lieu de le faire en dehors de chez moi, qui viennent rejoindre Accor. On va leur donner une capacité d'accélérer le temps, et de taille, parce que dans 90 pays, on peut déployer beaucoup plus rapidement les idées auxquelles ils pensent, et s'ils voulaient le faire tout seuls, ils peuvent le faire. Mais après ça, que je sois le grand frère pour les y aider, c'est exactement tout ce que je souhaite. Merci Sébastien Bazin. Je vous en prie, au revoir. C'est Sébastien Bazin qui aurait dû être parmi nous et qui n'a pas pu se déplacer, d'où l'interview. Et on remercie encore French Web et Jeanne Dussueil, rédactrice en chef de French Web, d'avoir réalisé l'interview. Petite rectification, évidemment, il n'est pas Chief Digital Officer, Monsieur Bazin, mais bien CEO. Quoique, vu ce qu'il a décrit dans l'interview, je me demande s'il n'a pas lui-même pleinement intégré son avis de chef de la transformation digitale au sein du groupe Accor. En tout cas, assez intéressant comme stratégie. On va passer à un autre sujet qu'on a abordé déjà hier, c'est la relation entre entreprises traditionnelles et start-up. Évidemment un sujet, un enjeu majeur. Et on va accueillir Leila Turner, CEO de Faber Novel, sur scène. Je fais un petit mot d'introduction. Leila, bienvenue au West Web Festival. CEO de Faber Novel. Musique, pas tout de suite. Musique, ça marche? Je sais pas, ça marche. Oui, ça Bonjour. marche. Oui, presque. Je suis CEO d'une des entreprises du groupe Faber Novel. Le patron de Faber Novel, c'est Stéphane Distinguin. Exactement. Alors, je te laisse la scène pendant quelques minutes. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je suis un petit peu émue ce matin, je suis désolée, mais je vais essayer de me mettre dedans. Et surtout qu'on parle de choses un petit peu plus constructives et optimistes pour les gens en France. Donc moi, on m'a demandé de réfléchir un peu au sujet donc, de la relation grand groupe start-up. Ça tombe bien parce que chez Faber Novel, on fait deux choses. On accompagne les grandes entreprises, les entreprises traditionnelles, dans tous ces changements que Sébastien Bazin a évoqués tout à l'heure, avec du conseil sur leur stratégie numérique, du prototypage, de l'éducation, des produits web, mobiles, de la data, tout ça. Et puis on a un deuxième métier qui est qu'on lance des startups de temps en temps, on opère en direct certains services pour le consommateur, et puis on a des espaces aussi de coworking, d'incubation à Paris, et à San Francisco et à Lisbonne. Voilà, et donc on a un peu un pont entre les grands groupes et les startups. Alors, innover, être créatif, etc., c'est évidemment un sujet stratégique pour tous les patrons et toutes les boîtes, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes. Pendant longtemps, il y a eu des modèles complètement dédiés avec des centres de R&D qui étaient bien séparés, avec des gens très intelligents qui réfléchissaient, qui préparaient des trucs pendant longtemps. Il y a eu aussi des modèles d'outsourcing et de l'innovation avec des boîtes comme la mienne notamment, où on allait chercher des consultants, des designers, des gens qui faisaient dehors. Mais aujourd'hui, tout le monde a l'air de vouloir mettre de l'entrepreneuriat au sein de son entreprise. C'est ce qu'on appelle l'intrapreneuriat. Donc on ne va pas simplement travailler avec des startups dehors, on ne va pas investir avec des startups dehors, mais on essaye de raviver l'esprit startup au sein d'une grande entreprise bien élargie. Bien établi, pardon. Ce n'est pas tout à fait nouveau. Il y a déjà des boîtes comme 3M, comme Intel, et puis par la suite Google, qui ont un petit peu institutionnalisé ça en donnant du temps
à leurs employés pour qu'ils réfléchissent à des projets autres que ceux qu'ils faisaient. Mais ce qui est très nouveau aujourd'hui, c'est que vraiment il y a une poussée hyper massive et qu'il y a pratiquement toutes les entreprises aujourd'hui ont un programme corporate qui permet à leurs employés de se former au design thinking, aux méthodes de prototypage, de Lean Startup, etc. Ou bien elles ont un accélérateur, un incubateur qui est censé lancer des projets beaucoup plus rapidement avec des cycles courts et encore une fois avec des méthodes agiles. Et ces intrapreneurs, ils sont un petit peu partout dans le monde. Ils ont leur club, ils ont leurs conférences internationales. Il y a même une ligue des intrapreneurs qui existent. Voilà. Donc il y a un côté de massification qu'on est en train de voir aujourd'hui. Jamais on a vu une telle poussée des employés qui considèrent ou qui se comportent comme si ils étaient les patrons, comme s'ils possédaient une petite partie, un petit bout de l'entreprise dans laquelle ils sont. Alors, est-ce que ça marche? C'est vous qui le faites? Bon, merci. Alors l'intrapreneuriat, comme son nom l'indique, ça veut dire se comporter comme un entrepreneur, comme un créateur d'entreprise, alors que vous êtes vous êtes déjà quelque part dans une grande organisation. Et puis de manière plus générale, pour l'entreprise, c'est un mode de management différent parce que vous allez intégrer la prise de risque et l'innovation, les récompenser avec de l'animation managériale, ce que vous faites normalement pas du tout dans une grande entreprise. Donc j'abandonne complètement ça, c'est vous qui prenez la main ? C'est bon maintenant? Ben non. Je vais vous faire des signes, c'est pas grave. Alors, deux petits exemples de chez moi, puisque chez Faber Novel, on a aussi une partie de notre développement qui passe par la création de ces startups, c'est-à-dire qu'on a un projet en interne, il y a quelqu'un, un collaborateur qui est dessus et qui a envie de s'investir davantage, on va lui laisser un petit peu plus de marge de manœuvre pour qu'il puisse faire avancer son histoire, et puis si ça prend de l'ampleur, on va le sortir de la structure et on va faire une startup dédiée dans laquelle le collaborateur d'ailleurs pourra, s'il veut ou si ça s'y prête, rentrer, investir, prendre la direction. Donc c'est aussi une manière de donner des perspectives d'évolution de carrière aux gens qui sont chez nous et garder les meilleurs talents. Donc en 2006, par exemple, on avait lancé une expérimentation de billetterie dématérialisée dans le bus. Bon, pour plein de raisons, ça ne marchait pas très bien. En plus, à l'époque, on était plutôt en 2006 sur des Nokia que sur des iPhones. Mais on a continué, on a poussé la techno, on a complètement changé puisqu'on est parti sur le secteur de l'entertainment. Et on a lancé Digitic, qui est un système de billetterie dématérialisée. Par la suite, on l'a revendu à Vivendi et c'est aujourd'hui le leader européen donc du e-ticketing dans tout ce qui est concerts, spectacles, sport. Un autre exemple qui est un petit peu plus récent, c'est celui de Bureau à partager. Bureau à partager, aujourd'hui, c'est le leader de français de partage de bureaux entre professionnels. Donc vous êtes une grande boîte, vous avez des plateaux ou des espaces de libre, vous allez pouvoir les louer à des entrepreneurs ou à des startups qui ont eux besoin d'une offre un petit peu plus flexible pour avoir des bureaux et grossir. Et en 2012, il n'y avait rien de tout ça sur le paysage français, donc on a monté le service, on a lancé le site web, et puis un des associés de Faber Novel, Clément Alteresco pour ne pas le citer, a investi, y compris personnellement là-dedans, a pris la tête de cette boîte, c'est devenu une start-up, on est en train de finaliser une levée de fonds aujourd'hui. Donc ça fait aussi partie de notre modèle de développement, d'aller sur des sujets qui ont presque rien à voir avec ce qu'on fait habituellement, mais parce qu'on sent qu'il y a une opportunité et qu'on peut le développer avec les gens de chez nous. Chez les grands groupes, si on peut passer, merci. Deux exemples aussi pour illustrer un petit peu ça, et ça se passe vraiment partout, avec des modalités différentes. Il y a plein de programmes d'intrapreneuriat. Donc il y en a deux que je connais bien, je vais vous parler. Leroy Merlin. Leroy Merlin, depuis 2010, ils ont engagé une transformation omnicanale. Donc ça veut dire, avec des grands mots, que je crois que vous en avez parlé hier en plus avec Catherine, tout simplement qu'ils veulent pouvoir rester leaders sur leur marché et fournir à leurs clients, les habitants, une expérience sans couture, quel que soit le canal, alors qu'avant, ils avaient quand même un modèle qui était extrêmement magasin physique. Voilà. Et un des leviers de cette transformation omnicanale, ça a été la mise en place de ce qu'ils ont appelé les semaines innovées pour inventer demain, qu'ils ont lancé en 2011. Et ces semaines, elles consistent à embarquer un groupe de managers, environ 15 personnes, dans une learning expédition. Donc ils vont à l'étranger, ils vont regarder les gens qui sont hyper innovants, qui poussent des modèles sur un sujet précis. Et puis ils se sont rendus compte que c'était bien, il y avait de l'inspiration, mais que rien ne se passait au retour. Donc on a rajouté ensemble une brique
de prototypage rapide pour que les gens qui ont plein d'idées, qui sont inspirés, se forcent à concrétiser très rapidement ces idées-là, de telle sorte que quand ils rentrent chez eux après et qu'ils retournent en magasin, ils puissent tester quelque chose dans des conditions réelles pour de vrai. Ça a très très bien marché. Maintenant, ils ont à peu près 50 voyages comme ça qui ont été organisés, plus de 1000 managers qui sont passés par là et un peu plus de 130 projets qui ont été développés. C'est tellement rentré dans la culture, le vocabulaire de l'entreprise qu'ils ont aussi un grand événement qui s'appelle la Halle au Labo tous les ans, dans laquelle les collaborateurs viennent présenter leur projet et viennent le vendre en interne à des investisseurs internes en quelque sorte, que sont les directeurs de magasins ou des patrons de services internes qui font leur marché, qui trouvent des projets intéressants et qui vont donner de l'argent ou du temps ou un magasin ou que sais-je encore pour développer ces startups internes. Et alors, le retail, c'est évidemment un secteur qui a été très bouleversé par le numérique et c'est peut-être assez normal qu'ils se posent des questions, qu'ils essaient de se digitaliser, de se rendre plus start-up, mais il y a des entreprises apparemment plus protégées, en tout cas du numérique, ou moins directement impactées, qui s'y mettent aussi. Je pense que vous connaissez probablement pas la deuxième, Saretech. Saretech, c'est un des leaders de l'expertise de dommages. Donc eux, ils travaillent sur la chaîne de valeur de l'assurance, et leur job, c'est d'aller expertiser un dommage et estimer le coût des réparations. Que ce soit chez vous après une fuite d'eau, ou que ce soit après une grande catastrophe naturelle, un orage, ou que ce soit après un accident dans une usine. Et eux aussi se sont dit que leur chaîne de valeur changeait, qu'il fallait qu'ils soient beaucoup plus agiles et qu'ils avaient quand même des gens avec vachement d'intelligence, hyper bien formés, et qu'il fallait faire quelque chose. Donc on a monté avec eux depuis l'année dernière un programme qui s'appelle Open Saretech et qui va puiser, comme le disait Sébastien Bazin, dans l'intelligence collective de la boîte, plutôt que de rester sur des interlocuteurs bien identifiés parce que experts sur tel ou tel sujet, ils sont partis chercher ailleurs des choses qu'ils ne faisaient pas avant. Alors on a communiqué à un peu plus de 1000 personnes dans la boîte et on a eu 72 projets. Ces projets-là ont été sélectionnés par un comité, un peu comme si on devait investir, avec des pitchs, etc., avec un matching day pour qu'ils puissent renforcer leurs équipes avec des talents et des compétences qu'ils n'avaient pas forcément dans l'équipe fondatrice. Et puis on les a accueillis comme pour les incuber chez nous pendant plusieurs semaines chez Faber Novel. Ils avaient un mentor qui les accompagnait tous les jours. Ils avaient des rendez-vous hebdomadaires avec des pros de l'UX design, du marketing digital, de tout un tas d'autres choses, des data scientists pour leur apprendre à monter sur ces sujets-là qui ne sont pas inhérents et dans leurs habitudes. Et puis à la fin, ils ont effectivement présenté un proto devant le board et on a décidé d'investir et de lancer une des 3 sociétés. Et d'ailleurs, on co-investit Faber Novel aussi dedans. Pour que ça sorte bientôt. Et les 2 autres vont avoir une vie dans l'entreprise avec une forme différente. Il n'y aura pas de spin-off, il n'y aura pas de création d'entreprise, mais le projet va continuer. Donc même sur des boîtes a priori pas disruptées, sont des choses qui émergent et qui voient le jour. On peut passer, s'il vous plaît ? Voilà. Alors, il faut bien comprendre que ce grand mouvement-là de transformer une grande boîte comme une start-up, c'est évidemment parce que les start-up ont émergé et que tout le monde se rende compte que c'est une entité qui est beaucoup plus efficace pour être au contact des nouveaux usages et pour imaginer un petit peu plus ce que le monde de demain sera alors que personne n'en a aucune idée. Mais il faut aussi le relier à une tendance qui est très forte, qui est l'arrivée donc de cette génération Y, Z ou des millénials sur le marché du travail. Parce que de plus en plus, les gens qui sortent de grandes écoles, qui sont bien formés, des écoles d'ingénieurs, des écoles de commerce ou des écoles de design, ils n'ont plus envie d'aller dans une grande boîte, ils ont plutôt envie d'aller dans une start-up. La statistique que je vous ai mise là, elle a été faite il y a 2 ans sur tout un tas de pays qui ont le GMAT, qui est une sorte de grand examen standardisé à travers le monde. Et ce sondage a montré que près de 45% des étudiants qui sortent avec un niveau bac plus simple dans ces pays-là, beaucoup avec une culture anglo-saxonne, veulent se lancer dans une start-up. En France, c'est un petit peu moins. Il y a une étude d'HEC de l'année dernière qui est sortie qui dit que 25% des étudiants d'HEC, à la sortie de l'école, vont rejoindre une start-up ou créer une start-up, alors qu'il y a 10 ans, c'était seulement 10%. Donc très clairement, les jeunes aujourd'hui qui sortent des écoles, ils ont envie d'aller vers ce genre de structure où ils se disent qu'ils vont pouvoir concilier carrière et impact, carrière et sens, et faire quelque chose concrètement
avoir un vrai levier, un vrai pouvoir. Et ils sentent bien que les grandes entreprises ne leur fournissent pas. Ils ne vont pas avoir d'autonomie, ils ne vont pas avoir de créativité, parce que dans les tâches quotidiennes, dans les routines d'une grande boîte, tout est pensé autour de calendriers, de tâches spécifiques, etc. Mais vous imaginez bien que les grandes entreprises ont envie de les attirer. Donc si vous donnez à ces gens-là de l'autonomie, la capacité à se concentrer sur des projets, avoir des cycles de décision beaucoup plus courts où ils peuvent véritablement avoir les mains sur les choses, dans ce cas-là, vous avez une belle opportunité de faire en sorte que ces gens qui ont envie d'avoir un impact fassent avancer aussi votre entreprise. Donc ça explique largement tout ça. Et pourtant, ça c'est de la théorie, parce que la réalité c'est que la plupart des programmes d'intrapreneuriat aujourd'hui, ils échouent plutôt qu'ils ne réussissent. Donc c'est assez alarmant, assez dommage. Il y a même une étude publiée par Harvard, un chercheur d'Harvard récemment, qui va jusqu'à dire que 70 à 90% des programmes d'intrapreneuriat échouent. Il a fait cette étude sur tout un tas de secteurs dans des entreprises multinationales. Et la raison principale pour laquelle ça échoue, parce que ce serait quand même intéressant de savoir si on arrête tout ou si on peut trouver une solution, c'est ce que Pinchot appelle le système immunitaire de l'entreprise. Donc tout simplement, c'est la hiérarchie, la bureaucratie et les règles, et notamment les règles de prise de décision qui vont petit à petit tuer l'intrapreneur au sein de la grande entreprise. Parce qu'un intrapreneur, comme la définition l'expliquait clairement, il n'est pas là pour faire son job de mieux en mieux. Il n'est pas là pour progresser dans l'échelle de l'entreprise. Lui, ce qu'il veut, c'est faire quelque chose de complètement nouveau, quelque chose qui n'existe pas, qui va à l'encontre de ce que fait l'entreprise. Et donc, c'est tout à fait normal que l'entreprise résiste, parce qu'elle n'est pas conçue pour ça, comme nous le rappelle Steve Blank. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite vraiment à regarder ce qu'il fait. C'est un professeur de Stanford qui a beaucoup théorisé le modèle des startups, le lean startup, etc. Et il rappelle une évidence peut-être, mais c'est quand même bien de le dire, il rappelle qu'une grande entreprise, une entreprise établie, c'est une organisation pérenne qui veut durer et qui est là pour dérouler un business model, le répéter et le passer à l'échelle. Ça n'a rien à voir avec une start-up. Une start-up n'est pas une petite grande entreprise. Une start-up, c'est une entité temporaire, donc qui a vocation, qui a envie de ne plus être une start-up, une fois qu'elle aura trouvé, donc elle est dans un mode exploratoire, un business model qu'elle pourra elle aussi passer à l'échelle, grandir et répéter comme une grande entreprise. Donc par nature, j'ai pas encore fini, pardon. Par nature, la start-up, elle est là pour rechercher, pour tester des trucs, pour créer, pour échouer, alors qu'une grande entreprise, elle est bien conçue pour dérouler un truc. Donc un intrapreneur, ça vient complètement percuter ça. Donc en fait, l'enjeu et la raison pour laquelle ces programmes-là peuvent ne pas fonctionner, c'est moins une question de talent à trouver, il y en a plein dans les grandes entreprises, il y en a plein qui arrivent des écoles, c'est moins une question d'outils mis à disposition, vous pouvez les former au design thinking, vous pouvez changer les systèmes d'information. Le vrai sujet, si vous voulez mettre ce genre de choses en place, c'est véritablement un enjeu culturel et au plus haut niveau de l'entreprise, au niveau des leaders, de changement de perception véritablement de votre métier et transformer ce changement culturel en changement organisationnel pour faire en sorte que ces intrapreneurs puissent bénéficier d'une sorte de régime d'exception. Donc, sans doute, la bonne idée, c'est de continuer, si vous êtes une entreprise établie, à opérer votre core business et avoir à côté un portfolio d'innovation qui va pouvoir vivre sa vie, qui va pouvoir s'extraire des contraintes et des règles habituelles. Donc, il faut que ce soit à l'extérieur, pas complètement étranger quand même, et que vous puissiez faire en sorte que demain, ces petites pépites-là deviennent votre core business. Mais il faut absolument leur fournir un cadre complètement différent du point de vue de l'organisation. Merci. Et donc, si vous arrivez à faire ça, vous avez effectivement un énorme avantage et un gros atout, c'est que ces intrapreneurs, puisqu'ils sont dans cette même culture du test, du bootstrapping, de la recherche en permanence, ils vont in fine vous permettre, vous aussi, d'accélérer et de rester aussi en phase que possible avec ce rythme de l'innovation qui est de plus en plus rapide et poussé par le numérique. Moi, j'aime bien regarder ce petit coefficient d'accélération. Vous voyez en fait le temps qu'il faut pour créer une licorne, pour créer une société qui va être valorisée 1 milliard de dollars. Et tout simplement, ce dont on se rend compte, c'est qu'il faut de moins en moins de temps. Alors, certains disent que
dans la Silicon Valley, vous en avez une qui est capable de sortir tous les 6 mois, que chez nous, on est plutôt sur des cycles de 3-5 ans. J'en sais rien, mais en tout cas, le mouvement, il est très clairement là et on accélère de plus en plus. Ce temps est de plus en plus court. Donc, une entreprise qui est capable d'avoir en son sein des gens qui vont prototyper des services avant que ceux-ci ne soient absolument prêts, bien léchés, et comme on a l'habitude de le faire notamment en France, au final, vont vous faire gagner du temps, ils vont rencontrer leur marché plus vite, ils vont apprendre avec la data, et vous aurez un time to market beaucoup plus en phase avec la réalité du temps qu'on vit. Le deuxième gros avantage, si vous arrivez à mettre ça en place, c'est la suite merci, c'est que vous allez innover, mais innover de manière beaucoup plus disruptive. Les entreprises qui innovent, elles innovent plutôt sur de l'incrémental avec des technologies qui sont assez proches que de ce qu'elles utilisent déjà. Si vous avez ces entrepreneurs, ces intrapreneurs qui, encore une fois, sont là pour créer des choses nouvelles, ils vont en permanence challenger le status quo dans l'entreprise, ils vont en permanence vous rappeler que rien n'est acquis, ils vont en permanence vous dire que oui, vous êtes peut-être sur une rente ou sur quelques richesses, mais que tout peut changer très vite demain. Et donc, cherchez à faire en sorte que ce changement vienne de chez vous. L'extrait que je vous ai mis là, c'est un extrait de ce qu'on a le Little Red Book, qui est fourni aux employés de Facebook quand ils arrivent dans la boîte et qui leur dit qu'on attend d'eux, donc c'est vraiment leur fiche de poste à la limite, que de disrupter le modèle de Facebook, d'aller chercher quelque chose de différent qui va tuer l'entreprise parce que si ça ne vient pas de l'intérieur, ça viendra nécessairement de l'extérieur et donc on attend de ces intrapreneurs en permanence qui viennent chercher quelque chose de complètement nouveau. Voilà. Et donc, si vous pensez à mettre en place ce genre de choses, je vous partage ici quelques petits conseils qui valent ce qu'ils valent, mais qui, à mon avis, sont des conseils de bon sens si on a bien compris la différence entre un grand groupe et une start-up et l'intérêt qu'un grand groupe peut avoir. Le premier, c'est bien sûr d'aller chercher des gens plutôt que d'aller chercher des projets. Le projet, il va changer, mais il faut que vous composiez une équipe de talents pluridisciplinaires qui savent travailler ensemble, qui sont à l'aise avec un peu de flou permanent, qui vont être capables de changer rapidement et d'être toujours dans cette recherche. La deuxième chose, j'en ai un peu parlé, c'est de les sortir du cadre habituel. Le cadre habituel, c'est évidemment les bureaux. C'est peut-être bien de les mettre ailleurs et d'avoir un espace plus ouvert avec d'autres personnes à rencontrer. Mais ça veut aussi et surtout dire les sortir des cycles de prise de décision traditionnels et de leur aménager un temps de travail dédié. Trop souvent encore, les programmes d'intrapreneuriat se font en temps masqué. Il faut aussi plutôt privilégier un programme court et intense pour éviter de retomber dans l'effet tunnel. Il ne faut pas hésiter à l'événementialiser avec des jalons et des choses très claires. Et puis, il faut évidemment avoir des indicateurs de succès qui soient complètement nouveaux. Ça ne sert à rien de demander à vos intrapreneurs de vous présenter des business plans hyper léchés dès le départ. Il faut que vous puissiez juger de la valeur de leur projet avec d'autres indicateurs que ceux qu'on utilise d'habitude dans un business qui roule. Réduire le coût à l'erreur, ça veut dire privilégier plusieurs petits tickets plutôt que de mettre tout simplement tous vos œufs dans le même panier et d'investir sur un gros projet. Et du coup, la suite de ça, c'est de progressivement accorder des ressources supplémentaires à ces intrapreneurs. Ils n'ont pas forcément besoin de beaucoup au départ, ils ont plutôt besoin de conditions. Puis au fur et à mesure que leur projet avance, que les hypothèses sont levées et que le projet progresse, vous allez pouvoir leur donner de plus en plus de ressources. Évidemment, du point de vue RH, et ça c'est fondamental, il faut que vous changiez complètement les évaluations des performances du collaborateur. Il faut que, du point de vue de l'entreprise, il soit valorisé pour cette expérience-là. Et le corollaire, c'est que vous imaginez tout de suite ce qui va se passer après. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui se passe pour lui? Et si ça marche, qu'est-ce qui se passe pour lui? Si ça marche, est-ce que véritablement vous allez lui laisser prendre un poste de direction dans la start-up, dans le spin-off que vous allez créer? Et si ça ne marche pas, est-ce qu'il va retourner à son poste précédent, ou est-ce que vous allez même considérer qu'il a connu un échec et donc il va être pénalisé pour tout ça, ou à l'inverse? Donc il faut, dans les référentiels de compétences, etc., changer pas mal de choses du point de vue RH. Évidemment, résister à la construction d'un très beau programme avec plein de process, plein de dates, plein de beaux calendriers, essayer de rester sur quelque chose de beaucoup plus léger et d'agile. Et puis, une bonne idée aussi, c'est quand même de construire tout ça autour des apprentissages de vos collaborateurs pour que, même si vous ne sortez pas une énorme pépite qui va devenir votre gros business de demain, vous ayez un effet beaucoup plus pérenne sur la manière dont, y compris au quotidien, dans le business as usual, ces gens vont vous apporter des petites touches de mieux. Voilà, je vous remercie. Rolling on
OEM. Est-ce qu'il y a des questions pour Leïla qui doit reprendre un avion ce matin? S'il y a une main ou deux qui se lèvent? Oui. Allez-y, je vais répéter la question, si vous voulez. Merci. On existe depuis 13 ans. Donc, elle a été fondée par le patron que j'évoquais tout à l'heure, Stéphane Distinguin. Et donc, on est sur ces deux leviers-là que je vous disais tout à l'heure. Donc, on accompagne essentiellement des grands groupes, 80% du CAC 40 et à peu près 25% du Fortune 500. Et on leur propose de l'éducation. Donc, on upgrade un peu le leadership sur des sujets de numérique et d'entrepreneuriat. Donc, on accompagne des grands patrons et leur dit voilà comment il faut un peu changer de mindset. Une deuxième activité qui est celle dont moi je m'occupe, qui fait du conseil en stratégie, du design et du prototypage de nouveaux business. Donc c'est plutôt comme un cabinet de conseil en strat, sauf qu'au lieu de rendre des slides, moi je rends des prototypes. Et la troisième activité, c'est qu'on crée des produits et des services web. Donc on a une filiale Appidium qui fait des applis et des produits mobiles, une autre qui fait des produits web, une autre qui fait de la data et de la performance sur Internet. Et vous avez un modèle un peu à part, je crois, chez Faber & Money, puisque vous prenez des participations dans les projets que vous-même vous aidez à bootstrapper, en fait. Oui, en fait, on s'autorise tout. Donc, il y a des projets chez nous dont on sent le potentiel, mais qui n'ont pas forcément grand-chose à voir avec le cœur de notre métier. Donc, on en crée des startups. C'était le cas de Digitic ou de bureaux à partager que j'évoquais tout à l'heure. Et donc, la plupart du temps, oui, si on pense qu'il y a un intérêt, on reste actionnaire majoritaire ou pas. Et puis, on prend aussi effectivement des participations, mais pour le coup là minoritaires dans tout un tas de startups parce qu'on veut les soutenir, que ça nous permet, même si on grossit nous, de rester en lien avec ce qui se passe dans l'écosystème et aussi de soutenir les initiatives de nos collaborateurs. Donc on investit beaucoup dans les startups de nos alumni parce que c'est à la fois ma grande chance et mon grand drame. Moi, à peu près 90% des gens qui quittent ma boîte, c'est pour monter leur start-up après. Donc on est aussi une sorte d'école de l'entrepreneuriat et on pense que c'est bien en fait d'avoir ce réseau d'alumni un peu partout. Et des bureaux un peu partout, notamment à Moscou. Hein. On les a fermés. Voilà. Non, ça, c'est la news. C'est la news. On est à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Lisbonne, à San Francisco, à New York et j'espère qu'on va ouvrir Shanghai cet été. D'accord. Pourquoi voilà. la Russie, c'est plus... C'est très difficile de faire du business en Russie. Je pense que même avec un partenaire russe, on a eu du mal à passer toutes les étapes. Voilà. Puis il y a certaines pratiques historiques avec lesquelles on n'est pas hyper à l'aise. Donc voilà, on a préféré se retirer. Mais c'est un pays hyper intéressant parce que c'est quand même un pays qui a un énorme usage digital. Donc je reste persuadée qu'il y a un truc à faire là-bas. Mais voilà, on n'a pas encore trouvé exactement comment. Bon, vive l'Asie alors. Une autre question rapidement? Oui. Bravo, vous avez tout compris. J'ai passé ma vie à faire ce que vous faites. Deux compléments, des bonnes choses ont un nom, et des gens que vous cherchez à identifier, moi je les appelais des canards sauvages. Et le patron doit les protéger parce que vous en avez plein qui les attaquent en parole. Et la deuxième chose, pour accélérer la dynamique, il faut, c'est ce que je faisais, interdire aux entreprises, à un groupe, de dépasser une certaine date. Moi, je limitais les entreprises à 180 personnes, si bien que ça contraignait à la fuite. Merci. Oui, je pense qu'effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, ce n'est pas un phénomène qui est forcément nouveau, mais aujourd'hui, comme il prend une telle ampleur et que tout le monde s'y met, je pense que c'est effectivement pas mal de regarder des cas et de comprendre dans les expériences passées ce qui a marché ou pas, parce que ça représente aussi beaucoup d'argent investi et ça représente beaucoup d'espoir donné chez des gens. Donc il faut qu'on fasse le maximum pour que la valeur soit créée et qu'il ne soit effectivement pas abattu en plein vol ou étouffé de manière lancinante comme ça par le système. Quant à la taille des entreprises, nous, on a plutôt un modèle de développement comme ça. Alors, on est encore relativement petit puisqu'on est un peu moins de 200, mais même à cette échelle-là, on préfère avoir une galaxie de petites structures plutôt que d'avoir une grande boîte ou à l'intérieur d'une grande boîte, avoir des bulles dans lesquelles les gens peuvent se sentir en prise avec la stratégie et effectivement avoir le sentiment qu'ils peuvent avoir un impact et pas qu'ils vont être la 36e couche de la hiérarchie. Donc, mais je pense qu'il y a plein de modèles différents à imaginer, y compris dans des très grands groupes. Là, on parlait d'Accor. Moi, je vous parlais de Leroy Merlin, qui appartient à un grand groupe qui s'appelle ADO. Il y a 100 000 collaborateurs aussi. Il y a plein d'autres manières, sans forcément
penser à la structure juridique, d'essayer de créer comme ça de la place pour les idées de tout le monde. Et une dernière question. C'est quoi votre question? La question, c'est au sein de votre groupe, est-ce que au sein de chaque groupe, il y a des startups qui se créent et est-ce que vous intégrez des startups hors des groupes? Est-ce que vous avez cette demande? Est-ce qu'on intègre des startups hors du groupe? Oui. C'est-à-dire que est-ce que les groupes demandent d'intégrer des startups qui sont externes? Ce mouvement-là de l'intrapreneuriat, il est à remettre en perspective avec un mouvement plus large qu'on appelle l'open innovation, donc tout simplement qui consiste à dire que l'entreprise est moins fermée sur elle-même et qu'elle ne considère pas que toute l'innovation doit être dans un centre de R&D. Donc il y a beaucoup plus de porosité avec l'extérieur, avec les startups. Donc il faut, à mon sens, qu'elles aient une politique assez diversifiée dans leur innovation, donc qu'elles prennent des participations dans des startups extérieures, qu'elles en rachètent certaines et qu'elles les intègrent. Je crois que vous en avez parlé hier avec Céline. Donc il y a tout un tas de choses à faire chez Faber Novel. Comme on est nous-mêmes une ancienne start-up en train de plus vraiment l'être, on n'a pas ce sujet-là. Mais je pense que les deux sont possibles. Voilà. Sinon, il y a 20% de femmes dans la tech. Je vous remercie pour votre commentaire. Et je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Donc j'ai juste une belle robe. Mais merci. Merci beaucoup, Leïla Turner de Faber Novel. Merci à vous. Bon retour. Bravo. Il porte merveilleusement bien la tenue d'arbitre. C'est Sébastien Lecorfec pour la Startup Battle. Merci. Allez, première demi-finale de la journée. Je demande pour ça à Romain Bucher, associé de silicon-valley.fr, de me rejoindre sur... non, c'est vendredi. Je sais que tu as fini très très tard, mais ça aurait été pas mal pour le buzz, pour l'audience. C'est toujours bon une chute. Ça commence bien. Donc, Géraldine, je compte sur toi tout à l'heure pour tomber sur scène. J'ai même pas réussi. Bon, Romain, alors dis-nous un tout petit peu ce qu'est silicon-valley.fr. Alors silicon-valley.fr est le partenaire donc, du West Web Festival et on va emmener donc, le gagnant de la finale de la Startup Battle à San Francisco. On a pu l'entendre depuis hier matin dans différents témoignages, encore tout à l'heure avec Sébastien Bazin de Accor et tout à l'heure avec Leïla de Faber Novel. Les entreprises aujourd'hui ont besoin d'innover, de réinventer leur business en permanence parce que la concurrence est de plus en plus forte et parce que tout va tout simplement de plus en plus vite. Et aujourd'hui, justement, pour penser à son futur, il est important d'aller s'oxygéner le cerveau, aller rencontrer d'autres entrepreneurs, tout simplement de sortir de son bureau, de sortir du cadre. Et c'est ce qu'on fait à travers siliconvalley.fr. On emmène des dirigeants français dans la Silicon Valley. On a un programme qui fait 5 jours. Et on leur fait rencontrer une quinzaine d'entrepreneurs. Donc on n'est vraiment pas sur de la visite d'entreprise, mais vraiment sur du partage de connaissances, sur de la partage de vision, sur des témoignages de succès, d'échecs. Et l'idée, c'est vraiment d'amener des dirigeants français à réfléchir à demain. Et comprenez bien, ce n'est pas réservé qu'aux startups, c'est surtout pour les entrepreneurs, c'est tout entrepreneur classiques, ETI, PME. Lorsqu'on a créé siliconvalley.fr, l'idée, c'était justement de le proposer à des PME, PMI, des entreprises qui n'ont pas forcément les moyens, comme les grands groupes, d'aller facilement dans la Silicon Valley. Donc on a voulu un programme assez ouvert. Et 90% des entreprises qu'on emmène ne sont pas d'ailleurs dans le digital. Et on leur fait justement découvrir le monde digital et bien au-delà le monde dans l'entrepreneuriat.
c'est vraiment une piqûre, c'est de l'oxygénation. C'est ça. Alors en francophone, c'est vraiment que de l'échange francophone parce que malheureusement, il y a la barrière de la langue et de nombreux entrepreneurs qu'on emmène ne parlent pas l'anglais. Donc c'est un programme 100% français. Ok, merci Romain. Donc la première battle s'est affichée. J'appelle du coup Shop Hop Hop et Augmented Acoustic. Allez, on les applaudit très très fort. C'est bon Stéphane, montez sur le ring. Vous allez vous partager un micro. Stéphane, t'es tellement grand, j'espère que ça passe. Ah ouais. Bon, tiens. Alors, c'est reparti. En régie, on lance la première vidéo, hein, parce que tout le monde n'était pas là. On va revoir du coup les petits pitchs en vidéo. On commence par Shop Hop Hop, c'est reparti. Découvrez la livraison collaborative. Faites vos achats en ligne et demandez la livraison Shop Hop Hop. Vous pourrez alors déterminer l'ensemble de vos critères, adresse, heure et même prix de la livraison. Grâce à notre application smartphone et à la communauté Shop Hop Hop, un particulier peut s'improviser livreur. Mutualisation du transport et optimisation du trajet, le Shop Hopper récupère vos achats au point de retrait. Suivez alors en temps réel l'acheminement de vos achats, du coffre de sa voiture jusqu'à votre porte. Shop Hop Hop, c'est une dynamique collaborative pour partager ses coûts et se rendre service. Shop Hop Hop, c'est tout simplement la livraison collaborative, économique, flexible et responsable. Merci. Du coup, Jonathan, 30 secondes de pitch en plus pour que Romain comprenne bien ce qu'est Shop Hop Hop. Ça marche. Alors du coup, Shop Hop Hop, c'est un service de livraison dit collaboratif, donc entre particuliers. En fait, on permet à une personne qui a effectué un achat sur Internet ou auprès d'un commerce de se faire livrer à domicile le jour qui lui convient et à l'heure qui lui plaît. Et la particularité de cette livraison, c'est qu'elle va être effectuée par un particulier, donc une personne comme vous et moi, qui va profiter d'un trajet quotidien ou bien occasionnel pour récupérer un produit au magasin ou au point de retrait et le livrer à domicile. Pour ce service rendu, du coup, la personne va gagner entre 5, 10 et jusqu'à 40 € en fonction des livraisons. Donc on s'appuie sur la dynamique collaborative comme on peut la connaître avec des entreprises comme Blablacar ou Airbnb. Merci. Allez, Augmented Acoustic, Stéphane, on enchaîne la vidéo, nouvelle vidéo je crois par rapport à hier. Un casque que vous mettez sur vos oreilles. Il faut notre boîtier, le Peeble, qui permet la retransmission multipiste du concert que je connecte. Avec l'application smartphone, je vais pouvoir piloter le boîtier. Paramétrer le son selon ses goûts et prendre la main sur l'ingénieur du son, une réalité plus que virtuelle. Moi, je trouve ça génial comme idée. C'est un rêve qui se réalise. Par exemple, je trouvais que quand le solo de trompette était fini, qu'il faisait des effets, c'était trop fort. Donc là, je me suis permis de le baisser. Pour le moment, ce prototype est testé dans certaines salles, mais déjà le public en redemande. On a eu des personnes même sceptiques qui ont voulu faire le test. Et quand ils nous ont rendu le casque, ils nous ont dit « mais je ne sais pas comment je vais faire maintenant sans ». D'autant plus qu'il permet de se passer des bouchons d'oreilles, car il suffit simplement de baisser le volume général. Ok, Stéphane, 30 secondes de pitch en plus. Bonjour à tous. Comme je le disais hier, imaginez cet après-midi, pendant le concert de Michel Polnareff, vous allez pouvoir régler le volume, voire isoler uniquement sa voix. Je voudrais aussi insister sur le fait que, hormis de pouvoir personnaliser le son du concert, ça permet aussi de donner accès à des personnes qui n'ont pas forcément accès aujourd'hui, comme les malentendants. Parce que on va prévoir le fait de pouvoir régler le système à son audition. Et aussi, au-delà du concert, ça peut aussi servir dans les retransmissions sportives, etc. Ok, Romain, j'aimerais pas être à ta place pour un tel arbitrage, autant sur le fond que sur la forme. D'abord, un premier point pour ce premier round. Alors effectivement, ce n'est pas simple, mais j'accorderai le point plus à Shop Hop Hop. Allez, premier point sur Shop Hop Hop. On enchaîne maintenant sur l'architecture technique des deux services. On a 45 secondes. C'est parti avec Stéphane, architecture technique. Alors, notre système, on se connecte à la console façade de l'ingénieur du son. On va récupérer le multipiste qu'on va broadcaster, émettre dans le lieu du concert. Et les spectateurs qui souhaiteront bénéficier du service auront un boîtier qui permet la retransmission multipiste du concert qu'on va piloter avec son smartphone. Donc, la technologie
permet d'offrir le son haute définition et de contrôler exactement ce qu'on met dans les oreilles du spectateur et notamment aussi de gérer les problématiques de latence. Et derrière, il y a un serveur pour piloter pour les connexions avec le smartphone pour que le spectateur puisse accéder à des informations complémentaires et que nous puissions... Merci Fanch, il est redoutable aujourd'hui. Ah, c'est demi-finale, hein, on rigole plus. Allez, 45 secondes maintenant pour Shopopop sur l'architecture technique de ton service. Ça marche. Donc on est sur une innovation d'usage. Donc je vais vous parler de nos outils. Donc on a développé donc des plugins qui s'interfacent directement sur les sites e-commerce de grands comptes comme Leroy Merlin, Auchan, qui va permettre aux clients de demander la livraison à la fin de son parcours d'achat. On a développé une application smartphone qui permet aux utilisateurs de voir les livraisons autour d'eux. Et on a également développé une interface pro qui permet à des commerçants qui n'ont pas de site internet comme des pressings de demander une livraison pour leurs clients. Et ces trois outils en fait fonctionnent. Les trois ensemble sont synchronisés simultanément et en temps réel. Voilà pour notre architecture technique. Ok, bon bah parfait, on respecte le timing. Alors, second point pour ce deuxième round. Alors, Romain. Je ne suis pas un homme technique, mais j'ai très bien compris les possibilités d'augmenter l'acoustique, donc j'accorderai le point pour ces raisons-là. Allez, on applaudit, match nul pour l'instant, on les encourage. On enchaîne sur le second thème, troisième partie, concernant le board. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour ça, Shopopop? Alors, donc, on a une équipe majoritairement qui a été fondée par des jeunes. Donc Antoine qui est diplômé d'école de commerce, moi qui suis encore étudiant. On a également Alexis qui est étudiant en école informatique. Et on a su, donc, avec ses premières compétences et nos premières expériences, également aller chercher des profils expérimentés, aussi bien sur la technique et le commercial avec des gens qui ont 30, 35 et même 41 ans pour un conseiller stratégique. Donc voilà, on a aujourd'hui un board et une équipe qui est composée de ces personnes-là. Et ben voilà, Antoine et moi continuons de piloter aujourd'hui la start-up et sa croissance. Donc voilà pour l'équipe. Ça marche. Très bien, le timing respecté. On enchaîne. Stéphane, Augmented Acoustic, pardon. Alors, nous sommes 4 associés fondateurs avec des profils distincts mais vraiment complémentaires pour ce projet-là. Moi, je suis ingénieur acousticien, notre directeur technique et spécialiste en traitement du signal. On a un homme de terrain qui est régisseur et également une directrice marketing qui n'est pas du tout technique. Et au-delà de ça, on est en train d'ouvrir notre capital et donc on va rentrer à notre board une société spécialisée dans le marketing chef et produit qui va nous aider à commercialiser la solution et également une société américaine avec laquelle on est en discussion et qui, elle, va nous ouvrir son réseau de production à l'international. Ok, bon, super. Timing respecté. Romain, tu es dans une belle galère. À toi de répondre. Pour avoir osé étant jeune et puis ayant quand même une petite pique qui a fait un peu soulever le public, qui me rappelle quelques copains à moi, je voterai pour Shopopop. Allez, 2-1 pour Shopopop. Alors, on passe à la dernière phase, la question qui tue. Allez, honneur à Shopopop. Alors du coup, donc, sur votre activité, on se posait la question de comment est-ce que vous gérez finalement la saisonnalité, parce qu'on a des périodes très très fortes en termes de festivals ou autres. Donc comment est-ce que dans votre activité, vous gérez ça? En fait, nous, on s'appuie sur des distributeurs, des productions à qui on va fournir le service. Donc nous, on est vraiment dans un mode B2B, donc s'appuyer sur ces sociétés-là qui vont distribuer le service. Au final, qu'on soit sur des périodes fortes ou pas, moins fortes, c'est le système qui est embarqué sur le lieu du concert qui fait le... Et puis ensuite, deuxième point, on est à l'international, donc les effets de saisonnalité vont un peu se compenser. Merci Stéphane, à ton tour, question qui tue, à Shopopop. Eh bien moi, la question que je me posais sur ce genre de service, en fait, ce qui est important, c'est la base de départ pour que ça prenne, que ce soit aussi bien au niveau des utilisateurs que des magasins. Et donc ça nécessite des moyens pour... donc je me demandais comment vous aviez fait pour ça. Alors on a utilisé plusieurs moyens, donc de la communication print, de la communication web. Et après aussi dans notre acquisition, aujourd'hui, comme on fonctionne avec des magasins et des grands comptes, on forme également les collaborateurs de ces magasins. On parlait tout à l'heure de Leroy Merlin. Aujourd'hui, nous on a formé donc, sur le magasin de Nantes les 250 collaborateurs Leroy Merlin qui sont aujourd'hui potentiellement utilisateurs et également prescripteurs de la solution aux clients du magasin. Donc on a une stratégie d'acquisition et de croissance de la communauté qui passe par tous ces outils, les réseaux sociaux, la communication, la présence. On va sur les aires de covoiturage, on communique sur notre service et après les magasins et les enseignes sont aussi un relais de croissance.
Merci à tous les deux. On va demander du coup un vote du public pour que Romain ait une petite indication. On commence du coup. Alors, qui est pour Augmented Acoustic? C'est parti. Ouais. Shop Hop Hop, c'est bon, on est prêt en régie, on peut y aller? Go! Il me semble que le gagnant est, bon, par rapport au public, un titre indicatif, c'est Shop Hop Hop qui remporte du coup cette... Non, qui remporte rien du tout. Romain, la décision t'appartient. Qui envoies-tu en finale pour cet après-midi? C'était serré sur les points comme pour le public, mais je vais suivre le public et donc je vais voter Shop Hop Hop. Merci à tous les deux. Tu restes avec moi? Non, je pars, j'ai plein de choses à faire. Si, mais j'aime tellement ta tenue, Sébastien. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, mais reste avec moi, c'est bien, si, parce qu'après on va annoncer la pause, donc on fait un petit mot. J'ai ma femme dans la salle, elle est toute jeune. Ah, pardon. Oh, bon, plus sérieusement, plus sérieusement, oui et non. Delphine, que vous avez vue hier et vous croisez certainement là dans les couloirs du cinéma de l'espace Glenmore, elle est devant là, ça y est, elle n'a pas osé venir ici hier sur scène. Elle fait des vidéos qui ressemblent à aucune autre. Et cette année, tu as décidé, c'était pas prévu vu le contexte, de parler de la joie. Voilà. Alors la joie aujourd'hui, avec ce qui se passe, c'est un peu particulier. Demain, on va vivre 3 jours de deuil national et on pense très fort aux victimes de façon sincère et simple. Et si on parlait aussi de la joie dans ce moment-là, moi, je trouve que ça a du sens. Et donc, on a décidé encore plus aujourd'hui, et on va garder cette joie et ce que tu as déjà tourné depuis le début du West Web Festival. Donc, on va regarder ce que tu as fait. C'est parti. Bonjour toi! Alors, comment ça va depuis la dernière édition du West Web Festival? On avait passé du bon temps avec The West Voice, hein? Tu as chanté plein de chansons pour moi et tu avais assuré. Depuis, il s'en est passé des choses et pas que des trucs super. Les attentats, les réfugiés, le Brexit, Donald Trump, la mort de Prince. La mort de Prince, quand même! Celle de Bowie. Matt Pokora qui reprend les chansons de Claude François. La quasi-mort de Canal+. L'arrêt de la production des Fiat Vanille. Une mauvaise année quand on y pense. Moi, pendant le festival, je te propose de partager nos bonheurs, nos enchantements, nos délices. Bon, t'inquiète pas, je vais pas te demander de te déguiser en poney rose ou de chanter une chanson des musclés. De toute façon, qui connaît une chanson des musclés? Mais comment ça va se passer? Je t'explique comment ça va se passer. Très simplement, je vais venir te voir et je vais te demander quel a été ton dernier petit bonheur, ton dernier petit kiff. Juste ça. Juste comme ça. Juste parce que ça fait du bien. Ça se trouve, ton dernier kiff, c'est d'avoir réussi à écraser le chat de ta voisine ou d'avoir craché dans le gobelet de ton collègue. Bon ben, c'est pas grave, hein. Je prends quand même. Chacun son kiff. Bon, sauf si je suis la voisine, hein. Ou le collègue. Je peux pas être la voisine, j'ai pas de chat. Déjà. Hein? Mais je peux être la collègue, donc fais gaffe. Tu peux tout me dire, le bonheur à carte blanche, le bonheur est sans limite. Alors jouez le jeu, confiez-vous, éclatez-vous, dites-moi votre dernier kiff, votre dernier petit bonheur qui vous éclate la vie, nom de Dieu. Partagez votre bonheur, ce qui vous fait kiffer, qui vous fait kiffer.
la vie, la life, ce qui vous donne des petites étoiles dans les yeux, ce qui vous fait lever le matin, ce qui vous fait des whiz, des choses de dingue, ce qui vous remue le ventre, ce qui vous met des papillons dans les yeux, dans les veines, partout. Voilà ce que je veux. Et puis vous verrez, le bonheur, c'est surprenant. Je déconne, hein. Les musclés, j'aime pas trop, quand même. Je déconnais. Bah ouais. Ah non. Merci Delphine. À retrouver sur Twitter, @ladyblog. C'est ça, Delphine de Quimper. Qui vit à Quimper. Non, pas Quimper. Si, Quimper, c'est ça. C'est bon. On se retrouve dans 15 minutes. Profitez bien de la pause. À tout à l'heure. Riders on the storm, riders on the storm. To this house we're born, to this world we're thrown. Like a dog without a bone and an actor all alone. Riders on the storm, yeah.